Bonsoir à tous, nous sommes le 19 novembre 2022, le monde va mal. La France émet moins de 1% des émissions de CO2 sur la Terre. Bla 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 bla, ça ne serait vraiment pas à nous de faire le plus gros des efforts. Comme l'indique le vulgarisateur scientifique Thomas Wagner, il y a plus de 200 pays dans le même cas. Ils représentent, regroupés, la deuxième source d'émissions la plus importante derrière la Chine. Dans une perspective historique, rentrée très tôt dans l'industrialisation, la France est le huitième pays émetteur avec 2,34% des émissions mondiales depuis 1750. Pays largement désindustrialisé, l'empreinte carbone de nos importations ne sont pas prises en compte dans ce calcul. La France serait alors plutôt responsable de 1,5% des émissions mondiales pour un pays qui représente 0,8% de la population. Pays déclinant, mais restant parmi les plus riches au monde, on ne peut pas remettre en cause sa capacité d'action pour des raisons économiques. Si la France ne peut rien faire, quel pays le pourrait? Pays rationnel, la France s'est engagée dans le traité international des accords de Paris en 2015 à limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Engagement colossal. Il s'agit par exemple de diviser par 5 notre empreinte carbone individuelle en 30 ans. Vous pouvez calculer le vôtre en 5 minutes sur nosgestesclimat.fr. En vrai, c'est rigolo. Enfin, en France, on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas d'idée de la fin du pétrole non plus. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, admet un pic du pétrole conventionnel en 2008 dans le monde. Alors que nous sommes dépendants de nos importations à 99%, nos 16 fournisseurs pétroliers les plus importants commencent leur décrue. Les produits pétroliers représentent plus d'un tiers de la consommation finale d'énergie dans notre pays, 37%. Ils restent nécessaires, par exemple, pour 90% du transport de l'Hexagone. Oui, nous allons devoir faire des gros efforts, anticipés, contraints ou forcés. Je fais ce live Twitch sur la scène française, sur les peintres de la scène française. Il y a je ne sais plus combien de temps, on était avec Jean-Baptiste Boyer et aujourd'hui, on a la chance, la joie d'être avec Vassilis Alpistis. Bonjour Vassilis. Bonjour Thomas, Je suis très content de t'accueillir. On en avait parlé il y a un an, j'attendais l'occasion. On a une occasion, hop, t'es invité. Ça va? ça va bien et toi? Trop bien. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, si vous voulez poser des questions à Vassilis, bah, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous êtes très nombreux, c'est vraiment très chouette, très vivant. Et donc, vous pouvez vous poser vos questions pendant tout le long de l'émission. Et vous pouvez retrouver ensuite, on va poser vos questions à la fin à Vassilis. Euh, voilà. Et puis, vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences, donc le replay. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que d'un coup, vous êtes informé de toutes les nouveautés qui tombent. Comme maintenant, on a cassé un peu le rythme, ça tombe souvent. Au milieu de l'après-midi, des fois, je fais des trucs. Enfin, voilà. Donc, vous aurez des nouvelles. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission. N'hésitez pas à partager aussi des vieilles émissions parce que c'est pas fait pour. On fait pas ça pour une semaine, on fait ça pour l'histoire, pour le monde. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à partager des vieilles émissions si vous les aimez. C'est assez drôle d'ailleurs parce que je commence à voir des effets d'exposition. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a une exposition Françoise Petrovitch, il y a une exposition Garou, c'est une exposition Rosa Bonheur. Donc d'un coup, les émissions qui sont un peu anciennes, elles sont en train de remonter comme ça en nombre de vues parce que les gens cherchent sur YouTube des informations et puis voilà. Donc c'est très joyeux de voir ça. Donc voilà, plus on partage, plus c'est chouette, plus c'est vivant pour les artistes, pour tout le monde, pour la vie, quoi. Ça donne un peu de joie et d'espoir. Non, l'espoir, on s'en fiche, mais de la joie, c'est déjà pas mal. Donc, Vassilis, on va commencer. Après c'est blabla de n'importe quoi. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et tu m'as proposé un tableau, très courageusement, qui date d'il y a très longtemps. Il date d'avant les années 2000, vous imaginez? Est-ce qu'il y avait Internet? Oui, il y avait un début d'Internet, en 96. Je ne les connaissais pas, mais Donc, le tableau s'appelle V. oui. Alors, je te laisse nous en parler un petit peu. C'est un tableau très figuratif, presque hyper réaliste. On a presque du mal à voir la matière là, parce que l'image n'est pas forcément très très haute def, mais on voit un peu sur les mains que c'est peint quand même. Oui, 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 en fait, c'est un tableau d'école, hein. J'avais 20 ans, je crois, 21 ans quand je fais ça. Pas mal. Et c'est le dernier tableau grec, donc c'est juste avant que je vienne en France. Et le premier tableau qui est, qui rentre dans le corpus, on va dire, je continue à regarder. Et qui est intéressant parce que malgré le fait que c'est un travail d'école, en fait, d'étudiant, Hmm. ça contient des éléments qui sont toujours présents dans le travail, notamment
une sorte de rapport assez hystérique à l'image où toutes les choses sont présentes, enfin, chaque centimètre carré de la surface est présent d'une manière voilà, Très intense, ouais. très intense, oui, voilà, mais hystérisé. Ça, je pense que c'est un mot qui va bien à ces tableaux. Et je suis assez content d'avoir lâché légèrement prise avec les années. Donc, en 20 ans, c'est un tantinet moins hystérique, mais ça l'est toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment une peinture des surfaces. Au-delà du rapport à l'image, c'est vraiment le rapport à la surface de la toile qui importe. Et donc, on voit voilà, cette sorte de confluence entre la manière qu'on prend en charge picturalement la surface et l'image se retrouve dans ce tableau. C'est vraiment une cristallisation de cette optique-là. De l'autre côté, sur le plan de l'image en elle-même, il y a l'échelle 1 qui est là et qui reste très, très, très présente et le rapport au corps, c'est-à-dire cet effort de créer un rapport physique avec les spectateurs. Quand on aborde les tableaux, on a une réaction physique, enfin, ça cherche à créer une réaction physique. Donc, c'est des éléments qui étaient présents dans ces tableaux et puis qui ont disparu pendant un moment, c'est-à-dire en arrivant en France et en arrivant à Saint-Étienne et avec les climats, un peu les rapports qu'on avait à la peinture à la fin des années 90, qui n'est pas du tout les rapports qu'on a aujourd'hui. Hmm. J'ai essayé pendant quelques années de rentrer un peu dans les rangs parce que la peinture dont on parlait à l'époque, c'était plutôt une sorte de peinture un peu post-support surface, un peu une abstraction élégante, assez décoratif dans le bon sens du terme. Enfin, c'était les épigones de support surface qui ont C'était les devenu, professeurs, ouais. qui étaient les professeurs, bien sûr, et Voilà, ouais. qui ont fait des choses un peu qu'on retrouve d'ailleurs dans les Buren tardifs. Hein. C'est un peu, ils ont inspiré sa suite en un sens. Ça c'est assez intéressant. Il ne dit pas assez à quel point les épigones de Daniel Buren ont inventé sa future peinture. Enfin, il a été inspiré par eux en quelque sorte. Donc, Hmm. c'est un rapport assez sain comment, Et là, il y a quand même un motif dans le tableau, qui est cette main artificielle de mannequin qui est tenue par des vraies mains, on va dire humaines. Il y a quand même un rapport à l'artificialité entre l'image enfin, entre ce que c'est qu'une peinture, ce que c'est qu'une image artificielle, ce que c'est que l'artifice dans l'artifice, comment peindre quelque chose de faux alors que le reste est faux aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, te connaissant, je imagine qu'il y a quand même un peu ces questions-là dans le choix de cette image. Mais oui, non, mais D'accord. c'est vraiment, oui, c'est l'idée de Ouais. l'artefact. Non, mais dès le départ, c'est Ouais. l'idée de l'artefact parce que c'est fondamentalement un art de mentir. Hein. Enfin, il faut, c'est c'est le contrat notre contrat avec les spectateurs passe par là. C'est-à-dire qu'on essaye d'atteindre des choses qui sont réelles et qui sont liées à l'affect, qui sont liées à la condition humaine, mais Hmm. en passant par l'artefact. C'est le contrat avec les spectateurs, donc il faut le montrer aussi. C'est un contrat qu'on rappelle. Enfin, moi, j'apprécie la peinture, j'apprécie les peintres qui rappellent sans cesse ça, qui parlent du décor, qui montrent la construction. C'est aussi un plaisir pour les spectateurs d'avoir ces contrats et d'entamer la discussion depuis ce point de vue. Et le fait que ça soit aussi photographique, j'imagine qu'on te l'a reproché, ou que c'est une question qui quand même se pose souvent pour des artistes qui travaillent d'après photographique, de photographie de manière aussi franche. Toi, tu répondrais comment à cette question aujourd'hui ou à l'époque et aujourd'hui peut-être? Ouais, je pense que mon rapport à la photographie s'est complexifié avec le temps. Il était très direct à l'époque, mais il y a aussi l'impossibilité de faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a un certain type d'image. Du moment où on ne veut pas travailler avec un modèle, par exemple, Hmm. il faut passer par la photo. Et si on veut, c'est-à-dire que si on veut avoir un rapport très furtif si on travaille avec quelqu'un et on veut pas avoir un professionnel et on veut
passer un certain temps avec cette personne, produire un certain type d'image, Mhm. on ne peut passer que par la photo. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette photo? C'est une autre question qui s'est complexifiée depuis, c'est ça en fait. C'est-à-dire que on a eu toute une génération, par exemple, depuis cette époque-là, de peinture Internet. Euh, Mhm. donc, des gens qui ont beaucoup travaillé avec des mots-clés, donc qui ont puisé une imagerie dans le flot d'images qui est Internet, en produisant des images, en passant un temps dans l'atelier, et puis en réinjectant ces images dans les flots d'images. Mhm. Donc, notre image aujourd'hui, elle est aussi, comment, elle prend en compte cette existence digitale aussi. Donc, notre rapport à la photographie aujourd'hui est plus complexe parce qu'on est une image parmi ces images avec nos outils et notre temporalité. Donc voilà, la manière que je parlais de la photo à l'époque n'est pas la même parce que voilà, Puis on pourrait dire aussi les que images de Photoshop, l'époque sont plus les mêmes en fait. ouais. On pourrait dire aussi que les filtres maintenant de iPhone ou de Photoshop qui repeignent, qui modifient déjà la réalité juste en le prenant en photo. Au moment où on prend la photo, on a déjà moins de pores de peau, de choses comme ça, on est déjà plus beau avec des filtres qui sont presque par défaut sur les appareils photo. C'est aussi de la peinture par la photo, quoi. Enfin voilà, il y a ce truc-là. Et je pensais à ça plus aussi par exemple par rapport à la carnation que tu as choisie dans ce tableau, où elle est un peu presque surexposée, comme un. Justement, il y a une lumière très photographique, quoi, comme goût. Ça, tu penses que c'était inconscient ou c'était vraiment. Il y a un côté flash, il y a un côté. Toi, tu joues avec le vocabulaire de la photo, quoi. Oui, oui, c'était surtout ce que j'essayais d'atteindre à l'époque, c'était vraiment la lumière de l'atelier. Ce que je pensais, c'était vraiment une peinture d'atelier, donc les néons, Ouais, donc la manière d'accord. que les néons travaillent avec la peau, Hmm. comment la peau devient verte, il y a un côté assez clinique. Hmm. Et donc, il y avait encore une fois, voilà, un autre artefact qui était reproduire un rapport d'atelier avec le modèle, qui est celui, la présence du modèle à côté de la toile, Hmm. dans la qualité de l'image, alors qu'elle est quand même clairement photographique. Donc, voilà, il y avait un jeu ce que je D'accord. voulais, c'était vraiment avoir la lumière de l'atelier et qui va devenir ensuite la lumière de la galerie, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire il y a un passage entre la lumière, ici par exemple, qui est le néon de l'atelier, qui reproduit la lumière de la galerie. Parce Ouais, que les là, white cubes. pour Ouais. ne pas changer en fait de qualité de colorimétrique entre ce qu'on produit et la manière qu'il va être montré. Donc là, t'avais quel âge quand tu es parti de Grèce? 21 ans. 21 ans. Et donc, tu étais aux Beaux-Arts d'Athènes, c'est ça? Non, j'étais à T'es Thessalonique, de Thessalonique, ouais, c'est ça. l'école des beaux-arts de Saint-Étienne, pour des raisons que personne n'arrive à comprendre, non, mais c'est vrai, de faire une antenne pédagogique à Thessalonique. Donc ça, Ouais. je ne comprends pas. C'est une très belle école, l'école de Saint-Étienne. Moi, je suis allé. C'était une très belle Ouais. école, enfin c'est toujours Ouais. une école, Ouais, non, c'est une très belle une école, bonne l'endroit école. et tout. Ouais. Et donc ça a permis à une génération d'artistes grecs, d'une manière totalement inattendue, d'arriver à Saint-Étienne, de vivre là, de tomber amoureux avec la ville, qui est quand même superbe, de passer quelques Ouais. années. Et donc voilà. Me voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait l'Europe, c'est pas si compliqué. Ok. Et donc après, tu es rentré aux Beaux-Arts de Paris. Donc tu as fait Saint-Étienne combien de temps? 3 ans, c'est ça? Oui, je fais 3 ans à Saint-Étienne et 15 jours avant d'avoir mon diplôme à Saint-Étienne, je passais le concours en cours d'études parce que techniquement, j'étais en cours d'études. Hmm. Voilà. Et donc, je suis arrivé aux Beaux-Arts et c'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés. Et là, t'es resté combien de temps aux Beaux-Arts de Paris? T'as fait 3 ans de plus? 3 ans, oui. Ouais, ouais, ok. Super. Et alors, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Sans titre. Et voilà, d'un coup, on passe à une technique un peu plus spéciale. C'est mine de plomb, huile et acrylique sur toile. Elle date de 2009, donc c'est vraiment bien plus tard. Je vais y arriver. C'est- Non, j'y arrive pas. Bon, voilà. C'est bien plus tard. C'est 12, 13 ans plus tard. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est un peu un tableau dans l'interstice en fait entre deux périodes. Je Ouais. choisis plutôt des tableaux comme ça qui sont dans des périodes de passage Hmm. des mouvements, parce que je trouve, c'est ce que j'apprécie le plus dans le travail des autres, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, ça permet au spectateur de circuler dans les tableaux. Et Parce que puis donc, quand, tu faisais une peinture, juste pour résumer, tu faisais une peinture
assez proche de ce qu'on a vu là dans 96 aussi, c'est-à-dire très intellectuel, très photographique, très avec des effets de peinture très impressionnants. Genre, je me souviens d'œufs, tu avais peint des œufs, tu avais peint des collants ou des choses comme ça, de manière très sensuelle comme ça. Et puis d'un coup, je t'ai vu dériver comme ça et j'ai fait, c'est quoi ce dessin, quoi? C'est quoi cette peinture? Voilà. Ah Oui, ouais, voilà, très, il y avait une période avant, donc ce tableau, il y avait une période très comment, anthropocentrique avec des figures humaines, des personnages habillés un peu avec des costumes genre Chelio, pas cher, vus un peu avec de vues plongeantes qui venaient. Ça, c'est des années après, je me suis rendu compte que ces images venaient en fait des tours, toi qui aimes le rapport à l'histoire, Mhm. en fait, les images qui ont été diffusées très peu de temps et qui ont disparu après, c'était au moment des attaques des avions où on voyait les gens sauter Ah oui, bien par sûr. les fenêtres En et chemise donc on blanche. voyait Ouais. des vrais corps euh, en chute. Et on s'est rendu compte que les vrais corps en chute ne sont pas comme dans les corps en chute dans les films. Ils sont beaucoup plus désarticulés, moins élégants. Et Mhm. c'est très marquant ces images. Donc, du coup, il y avait ça produit des années après cette sorte de personnages un peu comme des jeunes cadres qu'on voit dans le métro dans leur veste un peu étriquée, Ouais. voilà, À la pas de défense. très bonne Ouais. qualité. Donc voilà, il y avait qui étaient des autoportraits. Hein, je me permets de parler de cette manière parce que c'était quand même moi qui était présenté Mhm. longtemps. Donc ça, c'était voilà une vision un peu de personnage, une vision un peu clinique. Et d'un coup, avec ces tableaux, il y a les motifs qui arrivent d'une manière un peu brutale, un peu même en désaxant, on va dire, la composition. Donc, il y a ça, il y a cette apparition soudaine du motif à travers les paysages, enfin, une sorte de invasion végétale de la surface, parce que tous les travaux avant, c'était vraiment de fonds neutres, des gris, des blancs, avec juste les personnages. Mhm. Donc là, le personnage est là, il y a le végétal qui apparaît, et en même temps, il y a au niveau de la technique, il y a cette sorte comment est-ce qu'on peut, d'émergence du dessin. C'est-à-dire, c'est une peinture qui a été dessinée, peinte une première fois à l'acrylique et en couleur, redessinée par-dessus, peinte une deuxième fois à l'huile et en noir et blanc, d'où les côtés métalliques. Mhm. L'heure, en fait, c'est la peinture noir et blanc, enfin, c'est l'huile en noir et blanc qui recouvre la couleur de l'acrylique et qui était dessinée une troisième fois avant que l'huile ait le temps de sécher. Donc, il y a cet effet je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, de la mine des plomb qui se mélange avec l'huile et donc il y a un effet assez boueux, une sorte de couleur de plomb assez boueux, assez beau. Mhm. Très, voilà, une sorte de salissure de la mine de plomb. Et donc, cette remontée littéralement du dessin va revenir des années plus tard avec les peintures que je suis en train de faire maintenant, qui On sont va voilà, voir avec après, ouais. les Ouais. fusains. Donc, c'est intéressant par rapport à ça, comment quelque chose qui est vraiment un accident de tableau, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout conscient, c'était juste, voilà, c'est une de ces choses qui se passent pendant qu'on peint. C'est des retours du dessin parce que je n'étais pas satisfait par les motifs, je n'étais pas satisfait par la manière de traiter toute sorte de végétation soudaine qui est Mhm. apparue sur la toile, qui va rester en mémoire quelque part et qui va revenir après, des années après, comme solution graphique. Donc voilà, Et ça, tu t'autorises souvent de faire des essais comme ça, de matière, de texture, tu joues quand même pas mal avec ces choses-là. oui, Et donc, tu fais beaucoup d'erreurs, tu fais des petits tests ou tu fais vraiment là, parce que là, ce tableau est très grand hein, quand même. Il fait 1,62 m sur 1,30 m. Bah, pour faire un test, c'est quand même. Tu étais déjà bien impliqué dans le tableau pour le faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, comment ça se passe? C'est l'autodestruction, c'est du courage, on verra bien. C'est quoi les émotions par lesquelles tu traverses pour trouver comme ça une technique alors que c'était pas parti au départ, quoi. Ouais. il y a un terme qui m'intéresse beaucoup, qui vient de la sociologie, anglophone, les Ça va Américains, pas ils compliqué? parlent de path dependency, Ouais. la dépendance au chemin. En fait, c'est parlé dans des groupes sociaux. Mhm. Si on se lance dans un trajet, on ne peut que le suivre. Donc, c'est pas une décision consciente. On s'est mis Ah. là-dedans, bah, on est obligé d'y aller.
Donc ça m'intéresse. C'est la manière avec laquelle j'expérimente. C'est-à-dire qu'il y a dans un coin du tableau, il y a un tout petit événement qui va apparaître. Et Hmm. là, je me rends compte qu'en fait, là, du coup, je suis obligé de Trop bien. suivre Ouais. jusqu'au bout. Donc voilà, ça, c'est une sorte d'expérimentation. Donc, je n'utilise pas de surface. Enfin, je le fais très peu. J'ai l'impression que je triche quand je le fais, en fait. Hmm. J'ai des toiles comme ça à côté où je peux tester des choses, mais en fait, j'essaye de me limiter juste pour les effets de brosse, on va dire, de coups de pinceau et tout ça. Si on a, parfois, il y a des questions de liquidité, on veut avoir une sorte de texture très spécifique au niveau de la liquidité, au niveau de la densité de la couleur, de la quantité de couleur sur le pinceau. Donc là, je vais tester, mais je ne teste pas d'autres effets. Je préfère d'avoir l'accident ou l'incident qui apparaît sur la toile dans un petit coin, et après, il faut le couvrir 1,60 m par 1,30 m de ça. Et là, tu es encore en train de rechercher quand même quelque chose que peu d'artistes, je trouve, le cherchent, c'est-à-dire une iconographie un peu originale, c'est-à-dire de trouver aussi une forme. Tu cherches quand même dans l'image même. Là, on avait la main artificielle dans la main réelle. Et là, on a quand même une image qui touche à des choses. Je pense à Blow Up de Antonioni. Je pense au tableau dans La chute d'Icare de Bruegel où il y a un cadavre comme ça dans le fond d'un jardin caché aussi. Ça, c'est des choses auxquelles tu penses ou comment tu viens à trouver ces images-là? C'est en dessinant qu'elles t'inspirent? C'est en écrivant? C'est, toi, l'imagerie, comment tu l'inventes, quoi? C'est le dessin. C'est Hmm. des, Mais c'est le dessin sur la toile même. non, non, c'est des petits dessins. Ouais, En fait, ouais, ouais. c'est des petits. Ça fait un. Là, cette année, je commençais à devenir un peu systématique, enfin, d'essayer d'être systématique avec ça. Donc, là, je garde un journal d'images. Donc, c'est-à-dire tout le matin, Hmm. j'essaye de. Hmm. Je me lève et je, Ah oui, d'accord. Tu fais ton petit je dessin. dis, voilà, quelle était l'image de la veille. Hmm. Donc, une journée sans image, c'est une journée vraiment perdue. Donc, il faut, avec les cafés le matin, il Hmm. faut avoir une image saisissante, importante. Ça peut être une phrase qui est Tu peux quelqu'un pas nous d'autre. montrer un peu plus le carnet, là? On a trop envie. Ça Allez, peut allez, être, tu l'avais à côté de toi, c'était donc. c'était quoi? Attends, je te montre, c'était Ouais. quoi hier? Bah, tu vois, par exemple, toi qui aimes l'histoire aussi, il y a quelques jours, c'était la bombe qui est tombée à la frontière polonaise. Ouais, qui a fait peur Et à tout le on monde. l'écoutait à Ouais. la radio. Hmm. J'aimais beaucoup la description parce qu'il faisait vraiment image. Il disait, c'était un paysan dans un champ. Et donc, je pensais à ce pauvre paysan polonais qui s'est fait. Ouais, il y a eu 2 morts. Ouais. Voilà, donc j'ai essayé je dessinais voilà, son tracteur. D'accord. Donc, voilà, et avant, c'était un cours, là, c'est un cours de modèles vivants. Donc, c'est les glands du modèle ça arrive hein, À pendant, Cacoulé? oui. Ah oui, bah oui, oui. C'est tellement frappant quand ça arrive. Ouais, c'est très On est, spectaculaire, ouais. J'ai on un est très bon saisi souvenir de par, ça aux Beaux-Arts, ouais. Ouais. voilà, on est saisi par ça. Donc, à chaque fois, c'est un événement visuel. Et donc, D'accord. j'essaye, mais qui n'est pas. Donc, ça, c'est pas pour faire de la peinture. Parfois, ça peut l'être. Parfois, ça peut être Hmm. une idée. Tu dis, bon, voilà, c'est ça. Il faut peindre ça. J'ai une idée, voilà, c'est définitif. Mais c'est surtout pour pouvoir, en regardant derrière, semaine après semaine, mois après mois, voir quelles images reviennent, en fait. Donc, c'est quelque chose qui marche en superposition. Hmm. Hier comme avant-hier, donc, il y a un certain type d'image, il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de peau, il y a beaucoup, voilà, cet rapport à la surface, par exemple. Donc, j'essaye de systématiser, de comprendre, de catégoriser les choses qui me saisissent pour pouvoir les moments que l'idée arrive, Hmm. comprendre comment il faut la tourner. Donc, c'est ça. Et, C'est et beaucoup le de... désir de faire le tableau, c'est-à-dire le côté grand format, c'est quand même un format assez grand et tout ça, ça commence à se cristallise d'un coup. C'est-à-dire, c'est une expo qui te fait une contrainte et d'un coup, il faut que tu fasses des tableaux. Enfin, c'est quoi le fait que ça accouche d'un coup? Parce que là, j'imagine que tu as plein de compositions comme ça qui ruminent dans ton corps ou qui ruminent dans ta tête d'année après année. Et d'un coup, il faut que tu aies quand même une motivation pour y aller. L'échelle, c'est vraiment, comme c'est vraiment encore une fois une peinture des surfaces, Hmm. donc c'est lié au toucher, au rapport physique que je vais avoir avec la surface.
et il Hmm. y a une sorte de superposition de l'image ou de la composition avec sa matérialité. Je sais immédiatement, enfin, c'est lié en fait, si tu veux, cette information vient avec l'idée. D'accord. C'est dessiné à l'échelle en fait, je l'ai dans ma tête directement. Je ne choisis pas l'échelle, l'idée vient avec Hmm. une échelle spécifique dès Je le comprends. départ. Hmm. Ensuite, par rapport aux expositions, j'essaye d'éviter ça. J'essaye De pas parce que moi, subir. Ouais. j'aime entrer dans la peinture comme on entre dans un couvent. Enfin, c'est pas pour en sortir, en fait. On Hmm. entre pour y rester. Tu rentres dans une secte, tu prévois pas de sortir. Donc, c'est un peu. Tu le fais aussi, d'ailleurs. Donc, j'apprécie quand je peux faire ça. C'est bien la Hmm. contrainte de l'exposition. La contrainte de l'exposition est intéressante pour deux raisons. C'est intéressant comme un c'est pour évacuer surtout. C'est bien après les expositions. Ouais, Moi, passer à moi autre j'aime chose. l'exposition pour, Ouais. voilà, quand les peintures vont partir, elles vont créer un vide bah, déjà physique dans l'atelier, ça c'est bien d'avoir un peu Hmm. un peu de place, et évacuer les peintures, c'est-à-dire qu'une fois que c'est montré, c'est fini, ça a disparu, donc ça crée un espace mental. C'est surtout ça. Très bien. Et alors, j'étais avec une amie qui s'appelle Shiraz dans un musée et elle m'a posé une question que j'ai trouvé mourir de rire et que je ne m'étais jamais posé la question. Elle n'est pas du tout dans le milieu de la peinture. Et elle me disait pourquoi les peintres, ils peuvent passer des heures et des heures et des heures sur un tableau, ils mettent énormément d'énergie à faire un tableau comme celui-ci, et à la fin, ils sont pas foutus de prendre 2 minutes pour trouver un titre. Là, ton tableau, il s'appelle Sans titre. Alors, ça tombe sur toi, hein, parce qu'on m'a dit ça il y a la semaine dernière, mais c'est quoi Moi, j'ai c'est quoi changé. l'excuse? J'ai changé. J'ai changé. Mhm. Je regrette. J'ai passé quelques années avec une sorte de hantise de titre qui était idéologique, en disant non, non, il y a la souveraineté absolue de l'image Mhm. et on n'a pas besoin du tout des mots, ce qui est totalement bête. Enfin, Ouais. j'étais jeune, excuse-moi, c'est le fanatisme de jeunesse. J'étais Non, non, sectaire, tu me l'as je dit. regrette, mais sans titre. Je Ouais. regrette parce que c'est dans les catalogues maintenant. Si Ouais. je suis très heureux, par exemple, le premier tableau était sans titre. Mhm. Mais Ah oui, comme t'as il mis n'a l'idée jamais avant. été publié nulle part, je lui ai D'accord. donné un titre après, D'accord. Ouais. des années après. Donc, du coup, maintenant, non seulement je prends les 5 minutes de ton ami, maintenant, Mhm. j'applique la méthode Godard. J'ai des titres en avance. Lui, Très il bien. avait des titres en avance de ses films, c'est-à-dire qu'il avait d'abord Mhm. les titres, il avait un stock de titres, et ensuite, il écrivait le scénario, il faisait les films. Donc, je fais pareil. J'ai des titres en avance pour lesquels je n'ai pas encore de peinture. Trop bien. Et ben donc on va passer au troisième tableau. On est très en retard déjà, mais c'est pas grave du tout, c'est trop un plaisir. Et donc c'est un tableau qui s'appelle Double. Alors là pour le coup qui commence une technique que tu as vraiment plus approfondie. Donc c'est à l'acrylique, au fusain et au pastel. Et ça date de 2018. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Donc, au niveau de la technique, c'est un Ouais, peu la technique dans laquelle je travaille encore, je suis ouais. encore. Donc, l'idée, que les tableaux, c'est peint en trois temps. C'est-à-dire qu'il y a une première peinture en couleur, très, très lumineuse, avec des couleurs très, très lumineuses. Ensuite, la peinture est totalement recouverte elle est noircie, elle est recouverte par du fusain, et même récemment du fusain type crête à color, très compact, le fusain reconstitué qu'ils font aujourd'hui. Ouais, compressé comme on dit, je crois. Voilà, Ouais, le compressé, voilà, qui ouais. n'est pas, donc qui est vraiment une opacité totale. Donc le tableau devient noir et je creuse en dessinant, mais en négatif dans ce En tableau, gommant quoi. Ouais. pour retrouver la couleur qui est derrière. Et il y a un troisième temps où cette peinture ou ce dessin peinture, je ne sais pas, ou peinture dessinée plutôt, voilà, c'est au départ une Hmm. peinture, elle est dessinée par-dessus, et en fait, elle est redessinée avec du pastel sec et des crayons de couleur une troisième fois par-dessus. Donc voilà, il y a trois passages en fait. Et donc ça permet déjà, ça permet euh, un travail très intéressant au niveau de la luminosité, et ça, on le verra avec les autres tableaux, c'est-à-dire que il y a je travaille, par région, je travaille la lumière de la peinture vraiment par région. C'est vraiment par le dessin et par la temporalité du dessin et de la main que Hmm. je travaille avec la lumière. Donc, du coup, là, par rapport à ta question, par exemple, du rapport à la photo, ça, c'est quelque chose.
qui est impossible à faire avec la photo, en fait. On ne peut pas faire ça avec la photo parce que il y a d'autres peintures. Enfin, je pense que l'avant-dernière ou la dernière, elle est un Ouais, peu on dans va cette voir après. Ouais. idée-là. Il y a la luminosité qui va changer dans la main. Donc, d'une phalange à l'autre, la Hmm. luminosité change. Et elle change avec la temporalité du dessin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrive à une lumière qui me convient. Et donc, elle passe, comment dire, elle est modulée de proche en proche. J'essaie d'avoir une luminosité qui va suivre les regards du spectateur. Ou alors, Hmm. créer des passages et des circulations pour les spectateurs en jouant avec la luminosité. Et donc ça, c'est possible en retrouvant la lumière, en fait, en partant d'un noir total, et peu à peu, en effaçant, bah, ça devient de plus en plus clair. Donc dans cette peinture, on arrive vraiment à la couleur, mais il y a d'autres peintures où on soupçonne très peu la couleur. On reste vraiment dans le noir, dans une sorte de pénombre comme ça. Hmm. Euh, donc voilà, ça c'est Et l'autre un... chose, c'est que tu arrives à des matières où on a l'impression que derrière le tableau, enfin sur la surface du tableau, on a l'impression qu'on pourrait creuser encore plus. Enfin, il y a un effet comme ça on a un effet de densité derrière le tableau qui est très fort, de charge de couleur derrière le tableau qui est très original par rapport à n'importe quelle peinture. C'est-à-dire on n'a pas cette impression de peinture, ce qui est la réalité. On n'a pas cette impression de peinture posée, mais plus qu'on pourrait creuser encore et trouver d'autres images derrière l'image. Enfin, il y a un truc comme ça presque, enfin c'est presque aussi fragile. Il y a une fragilité aussi de cette image on sent qu'on pourrait la creuser, la déchirer. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Ça, Oui, il y a un effet, en fait, de gravure sur bois. ouais. Il y a une matérialité, en fait. Parfois, c'est creusé, mais physiquement creusé. C'est-à-dire que Mhm. comme le fusain, il est posé, bah, il y a une différence d'épaisseur qu'on peut sentir par endroit. Donc, c'est vraiment, voilà. Et puis, il Ouais. y a un aspect aussi, euh, comme dans les fouilles archéologiques. Voilà. Ouais. Donc, l'image est révélée. Donc, c'est un rapport haptique. C'est parce que parfois, derrière, c'est fait avec des pinceaux. C'est-à-dire qu'il y a des surfaces où, quand c'est du fusain en fusain, enfin, le vrai, enfin, le traditionnel, c'est vraiment une couche de poussière. Donc, on peut vraiment la balayer. Et donc, voilà, il y a cette sorte, on a cette impression de l'image qui a été révélée, qui a été retrouvée physiquement avec les touchés plutôt qu'une image, pardon, qui est apposée avec les Mhm. pinceaux. Donc, on a vraiment cette idée comme de l'accumulation, voilà, de la couleur. Ici, on est plus dans une idée de révélation, mais physique, quoi, on creuse pour arriver à l'image. Ici, dans celle-ci, il y a quand même il faut dire que c'est un peu triché, on n'a enfin, pas triché, mais il y a, euh, Toujours tricher. enfin oui, c'est triché, mais tout est triché, de toute façon. Ouais. C'est bien l'idée, hein, c'est ce qu'on disait depuis le départ, tout est Voilà. faux. Ouais. Et heureusement que c'est faux. Mhm. Pour pouvoir parler de choses vraies et sérieuses. C'est-à-dire que la texture de l'image, en fait, elle est faite déjà dans l'après, c'est-à-dire que dans la manière que je préparais le gesso, je l'ai Mhm. préparé par endroit d'une telle manière pour que je puisse avoir différentes textures, parce que ma peinture est très, très fine, très Mhm. diluée, très, très légère. Donc, du coup, quand je vais avoir des effets de texture, comme par exemple dans les différents troncs, Entre le bleu, par exemple, et les oiseaux, il y a une différence de texture de la préparation, c'est ça? Ouais. voilà. Ok, Voilà. trop bien. Et tu ponces à ce moment-là ou tu as rajouté de la mature ou c'est comment ça marche? Je pense, non, mais c'est Tu pensé d'une penses? manière Ouais. différente. Ouais. C'est pensé d'une manière différente par rapport à l'image qui C'est va, penser et poncer, quoi. Ouais. voilà. Et là, par contre, tu as quand même encore ce vocabulaire de photographe. C'est-à-dire que tu représentes la réalité avec un endroit net et le reste flou derrière. Ça reste quand même, tu restes enfin, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse quand même beaucoup. Ah oui, oui, mais c'est Ouais. justement tous les jeux, en fait. C'est-à-dire que Mm. jouer entre la matérialité d'un côté, de la physicalité, de la poussière, de la texture, de la préparation, tout ça, et de l'autre côté, quelque chose d'assumé, de très, très photographique et très, Mm. voilà, qui est là comme un os, quoi, qui reste à travers la gorge. Donc, non, non, c'est très important pour moi d'avoir cette coprésence et Mm. d'essayer, voilà, quand je te disais tout à l'heure que ça s'est complexifié avec le temps, voilà, aujourd'hui, j'essaye de garder les deux aspects et de pousser autant que possible cette cohabitation entre la matière, cette sorte de matérialité très spécifique avec la poussière, la saleté du fusain, enfin la manière que ça salit la couleur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très physique et très reconnaissable dans sa physicalité. Et de l'autre côté, vraiment une présence très forte de l'image Mm. photographique.
Et le geste en bas à droite, là, les deux traces jaunes, beaucoup plus picturales, peut-être. Moi, là, d'un coup, j'ai pensé à Richter ou des peintres comme ça. C'est des choses, c'est des choses qui t'intéressent. C'est des artistes qui t'intéressent ou à Gerhard Richter, j'ai pensé. Tu vois, le côté, on a une image photographique et on l'arrache comme ça en peinture, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Mm. Je pense qu'on est en train de s'éloigner de GG. Ah, on s'en éloigne, oui, mais Il m'a beaucoup intéressé. Non, mais oui, t'as il travaillé. m'intéresse Ouais. beaucoup, il m'a beaucoup intéressé. Je crois on n'est pas, que l'époque a changé et qu'il est plus, sa distance et sa froideur Ouais. est désormais dans notre temps, je pense. C'est-à-dire Mm. qu'on est dans un rapport beaucoup plus frontal avec, par exemple, je voulais te parler parce que c'est quelque chose qui te travaille aussi et qui est présent dans ta pensée picturale, c'est les rapports au sujet animalier. D'ailleurs, tu as écrit beaucoup là-dessus. Mm. Donc, là, c'est une période très intéressante par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a traversé l'histoire de la peinture dans la projection de l'humain, dans une, voilà, une sorte de ethos humain qui est projeté sur l'animal. On a aussi eu toute la période du documentaire animalier qui est ce qui m'a amené moi à la peinture de l'animal. C'était vraiment le documentaire animalier et son ethos à lui, sa morale, c'est-à-dire que cette idée de la ça me fascine la manière qu'on représente la violence dans le documentaire animalier et comment ça devient quelque chose de naturel et de sanctifié et de saint parce que c'est la nature. Donc, la Mm. nature étant violente, il faut la représenter. En fait, c'est la raison pour laquelle je peins des animaux, c'est parce que TF1 passait des documentaires animaliers à 2 heures du matin. Je n'arrivais pas, c'est vrai, je n'arrivais pas à dormir et je me disais, et à l'époque, Ouais. j'avais la télé, au début des années 2000, et je me disais, mais qu'est-ce qui les fait penser que ça va nous calmer, ça? Qu'est-ce qui les fait penser que cette extrême violence de la Mm. chasse, tu vois, des requins va nous calmer pour qu'on puisse s'endormir? Mm. Et c'est parce que, voilà, et c'est voilà, cet ethos de la violence animale qui est une projection aussi. Et de ça, jusqu'à aujourd'hui, on voit l'animalité comme exactement l'inverse, c'est-à-dire l'altérité inatteignable, l'objet auquel on ne peut pas accéder. Mm. Donc, du coup, un objet qui est absolument fascinant pour représenter parce que c'est l'opacité même. La part sauvage du monde. Ouais. Voilà. Et je me dis que c'est vraiment le moment pour travailler ça, tu vois. Mais Mm. du coup, ça fait un rapport à l'image beaucoup plus incarné que notre ami Richter, ouais, bien sûr. Ou affective même aussi. et Parce que, affectif. Voilà, ouais. c'est le retour de l'affect. Mais je pense que c'est le moment, la, la, comment on dit, la brèche de l'affect, c'est le moment pictural le plus saisissant. C'est un peu la chose qui se passe dans les années qu'on traverse. Donc, bon, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la Mm. peinture d'aujourd'hui. Bon, bah écoute, très bonne transition, puisqu'on va passer au quatrième tableau qui s'appelle Jardin intérieur. Et là, au lieu de t'intéresser à la belle architecture 19e, c'est au Petit Palais, c'est ça? Je me suis Oui, dit que ouais, c'est au Petit Palais. Tu t'intéresses au chaos de la plante qui est en face. Et on va dire, presque tu décales ton regard, puisque là, d'un coup, on s'intéresse justement plus du tout c'est pas du tout à un point de vue classique, mais presque un regard désanthroposentrisé où bah, on est dans le fouillis, la fameuse herbe de Dürer. Voilà. Tu peux nous en parler? oui, oui, c'est encore une peinture de passage. C'est très hermétique, hein. Je fais un Hermès, hermétique dans le sens du dieu de passage, parce que Mhm. c'est une sélection de moments en fait de transition. Donc ça, c'est le dernier paysage. C'est la fin de. J'avais fait une série de paysages qui étaient dans cette idée, les chaos, mais dans l'idée, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le moment de l'émergence de l'image. C'est-à-dire que si tu vas dans la forêt, si tu te balades dans la forêt et tu tournes comme ça, Mhm. tu vas pas reconnaître ce que tu vas voir du bruit blanc. Et à un moment donné, ton cerveau va commencer à organiser la chose, tronc, branche, petite branche, feuille, 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 arbre. Mhm. Arbre au pluriel, bosquet. Donc Mhm. ça, c'est quelque chose il y a une reconnaissance de la chose et une organisation.
Et c'est le moment où, en fait, c'est l'œil qui produit le paysage. C'est le regard qui produit le paysage et le paysage émerge. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ces moments avant l'émergence de l'image, du paysage. Et la raison pour laquelle ça m'intéressait, ça, c'était parce que je voulais court-circuiter le moment de la reconnaissance de la peinture. Parce que quand on voit une peinture, en fait, il y a deux temporalités. La première, c'est quelques secondes où on a Ouais. l'ensemble des informations. On sait tout. On sait d'où ça vient. On sait si ça nous plaît ou pas. On sait ce que c'est. On sait combien ça coûte. On connaît la valeur symbolique. On connaît tout en un instant. C'est fulgurant. Et il y a une deuxième temporalité qui est, bon, ça peut être les 4 secondes de la FIAC, enfin, c'est le gars, voilà, passager de l'exposition, ou ça peut être une vie, ça peut être quelque chose avec lequel on vit, comme les images qui sont derrière toi et avec lesquelles on vit et qui sont là constamment et qui nous travaillent Hmm. constamment et qui Comme une charge. changent à chaque Hmm. fois qu'on les regarde, ils changent et on circule différemment parce que nous, on change, donc les images changent avec nous. Et donc, l'idée, c'était trouver le paysage qui va permettre de basculer directement dans la deuxième temporalité, qui est celle de la circulation, c'est-à-dire que faire basculer le spectateur comme si je mettais un croche-pied pour rentrer immédiatement dedans, en fait. Donc, en loupant ces moments de la reconnaissance de l'image. Et donc, avec celle-ci, Donc tu veux dire que je l'ai très mal introduit en racontant ce que c'était comme image, quoi. J'aurais dû laisser les gens. C'est pas très gentil de ma part d'avoir dit où c'était, tout ça, quoi. non, non, mais il n'y a pas de, non, Ah non, oui, il y non, a mais j'aurais dû attendre un peu, t'as raison. Mais J'étais c'est trop. important. Oui, Même bien sûr. ça, Ouais. c'est important. En fait, c'était à la sortie de l'exposition Knopf, là, il y a 2 ans, 3 ans. Fernand Knopf, ouais. Et il est intéressant, ce peintre, parce qu'il est ennuyeux. Il a une qualité d'ennui extraordinaire. C'est-à-dire non? Oui, oui, enfin, oui, en écoutant Schumann, c'est un très beau tableau, mais oui. C'est ça. Non, mais enfin, Mm. on passe du temps avec lui, on sent qu'il s'ennuyait et que c'était super et qu'il aimait s'ennuyer. Et il a représenté, je pense il est la personne qui a représenté cette sorte de temps qui ne passe pas et de lenteur et de sorte de temps mort, quoi. Mm. Et donc, en sortant de l'exposition, j'étais allé boire un café parce qu'ils ont un très beau café au Petit Totalement. Palais. On Et peut manger, c'est assez raisonnable par rapport au quartier. C'est le meilleur endroit pour manger, en fait, je pense que, c'est voilà, même un endroit pour aller passer un coup de fil, parce que c'est gratuit pour rentrer, donc c'est assez agréable. Voilà. oui, c'est super. Et vous faites ses mails, c'est magnifique. Mm. Et donc, en sortant, j'ai vu, ils avaient laissé le jardin en hibernation, donc il avait totalement explosé comme ça. Et je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est très beau, donc j'ai fait une photo avec mon portable. Et c'est notre rapport aux images. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aussi cette image, parce que je voulais te parler de ça. Donc j'ai fait cette photo, et je me suis dit qu'elle est très belle, cette photo, elle est très picturale, elle est super pour Instagram. Donc je l'ai posée sur Instagram, je l'ai postée comme ça. Je l'ai regardé, j'étais très content d'avoir posté ma belle photo Mm. sur Instagram. Je me suis dit, ah super, je suis un peintre avec ma belle photo très picturale que j'ai postée sur Instagram. Et en regardant, je me suis dit, mais non, merde, c'est une peinture, ça. Non, 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 ça c'est une peinture. Non, non. Et j'ai fait la bêtise, je l'ai effacé. Ça, c'est quelle lâcheté. Je l'ai effacé en tant que poste pour en Mm. faire une peinture, pour l'exposer au musée, et la vendre ensuite, Mm. et ensuite la poster en tant que peinture sur Instagram. Parce que voilà, il a fini par revenir, hein. Ouais, ouais. Elle est tombée sur Instagram, mais c'était comme post après-vente. Alors que j'aurais dû garder aussi le post initial, ce que je regrette. Voilà, Alors pourquoi ça? Hein. pourquoi j'aurais dû le garder? Ouais, pourquoi montrer les coutures? Pourquoi Parce que moi, je trouve que Non, c'est drôle parce que je vois beaucoup. Enfin, moi, je ne posterai jamais une image en pensant que c'est pour une peinture, que j'en ferai une peinture après. Ouais. non, mais c'est pour ça que je l'ai ramassé. Ouais, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que d'un coup tu t'en veux aujourd'hui? Parce que le geste était intéressant quand même. Je trouve que D'accord. c'est intéressant. Ouais. Quelle est moi, ça m'intéresse. Quelle est déjà, la question La nature, la qualité de l'image. d'Instagram Ouais. des réseaux et des images que les peintres partagent est une vraie Hmm. question. Ça, c'est un truc qu'on doit vraiment prendre en compte Hmm. parce que non, c'est pas, c'est Daniel Deroy qui me disait ça. Il me disait que, parce que je lui parlais, je tenais un discours classique de peintre. Non, non, la peinture, il faut la voir en vrai. Toute reproduction, c'est un affaiblissement. Ce qui est vrai, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment diminué. C'est la chose diminuée. On ne peut pas la connaître en image, on ne peut pas la connaître en scrolling, on ne peut pas la connaître en 10 par 15.
Moi, je Ça, dis que c'est c'est pas comme la un fantôme peinture, de quelqu'un. C'est comme un fantôme de quelqu'un. voilà, C'est pas vraiment la personne, c'est un fantôme. Ouais. c'est un fantôme. Et Mm. il m'a dit, oui, mais en réalité, l'existence physique de tes œuvres, enfin les rapports physiques des êtres humains avec tes œuvres, constituent en réalité 3 à 5 de l'existence. Mm. Au moment même où on parle, des gens regardent tes œuvres. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder tes trucs. Mm. Donc, cette peinture existe. Cet homme ou cette femme a un rapport avec ton œuvre. Que tu l'assumes ou pas, c'est ton problème. C'est Mm. à toi de trouver une solution, de faire quelque chose de cette existence fantomatique, Mm. de la prendre en compte en tant qu'artiste, parce qu'elle va exister. Que le fait que tu me dises, non, je ne vais pas, je vais retenir mon souffle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Internet et que les gens ont un rapport qui est physique avec mes œuvres, ça ne va pas se passer. Mm. Donc, juste, tu ignores 95% de l'existence de ton travail. Donc, du coup, ça, c'est vraiment, il a tout à fait raison. Et donc, je pense qu'on doit prendre en compte ça et on doit trouver une manière de faire danser ces fantômes, tu vois, d'une certaine manière, de faire que ces échos de nos machins soient pertinentes et ont un rapport pertinent avec les choses réelles, incarnées, qui sont en effet les choses qu'on a touchées et que les gens aient envie de toucher aussi. Mm. C'est vrai que c'est là où ça se passe, mais il faut prendre en compte les fantômes, faire vivre les fantômes. Donc, dans ce sens-là, cette sorte de, moi, De ça m'intéresse. repentir. J'aime beaucoup ces images, les images de peintres, les photos de peintres, ce qu'ils partagent. Je l'apprécie. Enfin, j'aime beaucoup. J'apprends des choses sur eux Mm. à travers ça. Et je pense que c'est quelque chose on doit assumer. Je n'aime pas du tout comment dire, les gens qui utilisent les réseaux qui est comme une sorte de publicité. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est Je pas... pense que ça doit être vivant, que c'est un vrai médium et que ça doit être pris en compte en tant que tel. Voilà. Et alors là, la technique, c'est la même technique que pour les oiseaux, c'est-à-dire que t'as tout peint en noir et t'as gommé dedans comme un fou, ou c'est quand même... Ouais, c'est ça. Oui, Donc, oui, parce c'est c'est ça. ça l'effet vitrail. Et alors, je me suis posé la question du ciel blanc. C'est quand même de la réserve. Non, il n'est pas blanc. Non, non, il n'est pas blanc. C'était la partie la plus difficile de la Bah oui, peinture. parce que les Je petits te bouts là, jure. tu les as gommés, t'as gommé autour, c'est ça? Ouais. Pour Ouais. arriver à la grisaille parisienne. En fait, c'est Complètement la fou celui-là. grisaille sourde parisienne Ouais. parce que je sortais de Knopf. Donc, lui, il avait la grisaille Mhm. de Bruxelles qu'il a Bien sûr, ouais. Ouais. peint magnifiquement et que c'est sublime. Et je me suis dit, voilà, c'était un peu un truc. Je vais faire moi aussi la grisaille, cette horreur, Mhm. va être nos vies dans dans les mois à venir. Voilà, on va passer quelques mois avec cette grisaille. Et j'ai voulu avoir ça. Et c'est très compliqué à faire. Ah oui, bah j'imagine là, parce que à gommer ou à trouver même les petits fils, là, de garder la réserve, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Ouais. Donc, Et pareil, je me suis demandé si t'as pas été surpris en regardant. J'aime beaucoup ce tableau. C'est le fait que l'espèce de moirage qu'il y a entre les plantes et l'architecture. Là, avec ta technique aussi, ça a dû être une prise de tête où tu sais même pas qu'est-ce que tu es en train de peindre en fait à un moment donné. ouais, Tous les ouais. passages, là, les petits bouts de feuilles sur l'architecture, bah, on est complètement paumé, quoi. Donc ça, il y a un plaisir à peindre en sachant pas ce que tu peins ou en... Oui, oui. Ouais. Et à se tromper. À se tromper. À toucher l'innommable, là, parce que bah, ouais, à droite, il y a plus d'erreurs, je crois, qu'à gauche, mais ouais, c'est un truc comme ça où ça... ouais. Ah non, il y en a plein, j'adore. Enfin, Hmm. vraiment, je pense que ça me plaît beaucoup de me tromper, d'être en train de peindre une Hmm. feuille alors que c'est une statue. Ah non, non, non. Là, vraiment, nature et culture, voilà quoi. Oui, oui, non, mais justement, c'est ça le truc. Ouais. Le tableau, il est où là maintenant? Chez quelqu'un. Ah zut, ok. Bon, ben, tu nous donneras l'adresse et on ira tous aller voir le Voilà, tableau. c'est à Thessalonique, c'est au nord Ah, de. ça, t'es à la Solonique en plus. Bon, bah, on aura un bon bilan carbone en plus. Et il y a Frujus qui dit que ça lui fait penser à Sam Zafran. Est-ce que ça, c'était une influence quelconque Il y a une exposition Sam Zafran en ce moment au musée de l'Orangerie. Alors, c'est Sam Zafran obsessionnel quelque chose. Donc, moi, l'accrochage, je le trouve un peu dommage parce qu'ils mettent un peu tout le temps les variations de Sam Zafran plutôt que de montrer des tableaux un peu individualisés. Donc, c'est un peu lourd à regarder, je trouve, l'expo. Mais bon, l'accrochage. Mais c'était un excellent artiste, hein, il y a des chefs-d'œuvre. Toi, t'en penses quoi de Sam Zafran dans ce cadre-là Et il y a un truc très étonnant avec Zafran, c'est que c'est un peintre qui ne m'intéresse pas en tant que texture. Mhm. C'est pas ma tasse d'été, mais on a une vraie euh, on- comment, une familiarité parce que je tombe sur ces sujets, mais constamment. Mhm. Donc, je faisais des escaliers. Tu te souviens des escaliers Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, il y a 20 ans, 25 ans? ouais, Il en ouais. fait.
On m'a dit, Oui, bien tu sais, sûr. Safran, il a fait des escaliers. Et après, à plein de reprises, avec plein de sujets, il m'a dit, mais tu sais, Bon. donc voilà, on est très, très, très proche. Et il y a une hystérie aussi du visible là-haut, pour le coup. Il y a Ah oui, aussi ce truc-là totalement. de, ouais, Oui, oui. Donc, de on rond. est très proche au niveau des images, quoi. On a une sorte de fétichisation des mêmes choses et de regard qui est très proche et une grande distance de De la la matière, texture, ouais, c'est pas. de la Ouais, bien sûr. matière. Ouais, Voilà. bien sûr. Et toi, cette matière-là qui est quand même, qui était quand même très très proche, tu as l'impression que tu pourrais avoir des suiveurs après ou parce que là, tu inventes une technique, quoi, en fait. Tu inventes une manière de peindre. Donc, c'est pas, on pourrait dire que c'est pas une manière traditionnelle de peindre. Et donc, tu inventes ta manière à toi. Je pense à des artistes comme Philippe Cogniet ou il y a des artistes qui ont inventé une manière de peindre qui fait leur identité presque. Toi, tu vas garder cette manière de peindre ou tu penses que ça peut bouger encore une fois ou... Ah, je pense que ça va bouger. Je pense Ouais, que ça va bouger. ok. C'est une peinture, enfin, en fait, c'est une pensée qui est très matérielle, en fait. En Hmm. réalité, c'est très, quand on voit ça, on pense beaucoup à l'image, on parle beaucoup de l'image, Ouais. mais Toi, c'est la surface qui est vraiment importante. oui, oui, oui. Ouais. Voilà, c'est vraiment une peinture de surface et de texture et de matière, donc elle bouge avec la matière, en fait. Elle bouge avec la... Donc, quand je vais arriver au bout de la poussière, Hmm. je sais que je vais m'en sortir. À un moment donné, je vais me laver les mains et ça va, Et ça va. et ça met combien de temps à faire ce tableau, par exemple, pour avoir une idée? Jamais je te dirai. Ah non, parce que si. Allez, dis. Je sais que ça met Non, je beaucoup, ne beaucoup sais de temps. pas. C'est long. Parce que c'est fait. Mais quand c'est c'est long, ça veut rien dire. On veut des mois, on veut des Je pense que c'est 2 mois. 2 mois. Ok. Ouais. Ça va. J'espère que c'était pas plus. Je compte pas. Tu comptes pas. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, on va passer au dernier tableau qui s'appelle Invisible. Alors, celui-là, il date de 2022. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc ça, ce tableau vient de... Là, pour les coups, ça vient d'une performance, en fait. Parce que parallèle, là, nous, on parle peinture parce que c'est... Oui, toi, tu fais des choses. Pardon, j'ai parlé trop Mais fort. il y a d'autres trucs. Et donc, entre autres, il y a de performance, enfin, il y a un rapport au texte et à l'écriture qui passe par la performance. Et en fait, c'est des expositions invisibles. Ce qui est devenu finalement cette performance, c'est qu'à chaque fois, je vais dans un lieu où on m'a proposé de travailler et j'imagine une exposition qui n'est pas là, avec des tableaux qui ne sont pas là. Et donc, je décris au public des peintures qui ne sont pas là. Hmm. Ces peintures sont des peintures qui ne peuvent pas être peintes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la limite de l'image, et ce qu'on peut peindre et ce qu'on ne peut pas peindre. Donc, à la dernière fois, à la dernière performance qui était à la Fondation Ricard, il y avait une peinture qui était un baiser. Donc, l'idée de cette peinture, c'était que, enfin, ça partait du fait que, de l'hypothèse, de la posture, qu'on ne peut pas représenter un baiser, on ne peut pas représenter l'expérience subjective de Hmm. baiser parce que c'est une expérience de cécité. Parce on est collé à l'autre personne. Déjà, j'espère que tu n'embrasses pas, tu t'embrasses avec les yeux fermés. Enfin, j'espère. Hein. Parce qu'il y en a qui font peur, hein, qui impressionnent, je ne sais Oui. pas comment ils font. Parce que il n'y a rien à voir, en fait. Et donc, c'est une double cécité. C'est une cécité alors qu'on est en communion, enfin, la communion la plus profonde avec l'autre. Hmm. Et là, par rapport à l'inconnaissabilité là, de l'animal, là, on est vraiment dans ces rapports. Donc, c'est une expérience comment, d'incommunicabilité et de cécité avec l'autre. Donc, du coup, voilà, c'est très difficile de représenter ça. Et c'est ce qu'on représente, c'est vraiment scopique. Donc, c'est vraiment les choses qui viennent du cinéma parce que c'est les baisers des autres, en fait. C'est Hmm. la chose En qu'on voyeur, quoi. regarde, Ouais. Ouais. mais qui n'est pas, voilà. Donc, mis à part, et après, bon, j'avais toute une thèse comme quoi ça n'a jamais été peint. Évidemment, il y a Magritte, malgré tout, qui a peint exactement ça, avec les visages couverts. Hmm. C'est bien, enfin, les deux, le couple qui s'embrasse avec Le visage couvert visage couvert, c'est par un un peu voile. Par un voile. Ouais. ce qu'il faisait. Et donc, après avoir dit et confirmé auprès de mon public que c'était impossible de peindre un baiser, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire parce qu'on ment Ouais, bien sûr. Ou même, oui, on se trompe aussi. et on se trompe. Voilà, je me Ouais. suis trompé. Donc, du coup, ce qui fait, voilà, c'était les retours à cette vue plongeante après de 15 ans, je crois.
de cette vue du haut pour traiter, traiter ces sujets. Et là, c'est une pose, c'est des gens que tu as fait poser exprès ou tu as fait une photo exprès pour le tableau et tout ça? Ouais. Ce qui était difficile déjà, c'était de trouver la première difficulté, c'était de trouver un couple euh, Déjà, à Paris, il n'y en a qui plus. s'aime Ouais. suffisamment pour survivre le tableau. Enfin, Hmm. avoir une sorte de Ah oui. garantie décennale. Tu te souviens l'histoire que le peintre doit fournir une garantie décennale. Donc, il fallait un couple avec une garantie décennale. Donc, je devrais être sûr qu'ils vont tenir au moins 10 ans. Donc là, voilà, Ouais. j'étais content de les trouver. 3 ans de travail. Et donc, c'était, voilà, et après, il fallait les faire. Enfin, il y a eu plusieurs photos, donc c'est un photomontage, c'est pas la même Hmm. photo parce que c'est assez. Enfin, c'est Et le stylisé, choix en fait. du t-shirt à rayures, c'était un choix volontaire ou ça s'est fait un peu au hasard Ouais. Non, Parce que je trouve que non, ça non. marche très très bien les plis justement, enfin tout l'effet de plis ouais, Oui, oui, c'était fait exprès de parce que raccourcis pour et tout. avoir le double vortex, enfin, je voulais que ça participe au double vortex parce que je les ai repeignés, en fait, ensuite, Hmm. pour avoir cette idée de double spirale. Et donc, du coup, les t-shirts jouaient là-dedans, en fait. Trop bien. Et le et là, pareil, c'est la même technique, hein. C'est-à-dire que d'un coup, tu as trouvé aussi des surfaces différentes, parce que là, on voit que là, il y a la surface de la pierre qui est presque du buffet, quoi. Tu as un truc beaucoup plus texturé que la peau. Donc ça, t'as changé aussi ta. Ah ouais, ok. Voilà, c'est dès le départ, en fait. C'est Ah ouais, quelque bien sûr. chose qui est Ouais. Ouais. pensé dès la préparation. Et donc, du coup, il y a des parties qui sont Mhm. C'est intéressant. plus pensées que d'autres. Et toi, tu connais Nioli, Non? le peintre italien Nioli? Moi, j'ai découvert ça je crois que c'était j'ai découvert ça ici par j'arrive Nina Childress. C'est un peintre italien, tu regarderas parce que il peint des coiffures comme ça très belles aussi. Ah, je regarde Ouais, ça. ouais. Et il redevient à la mode là, mais il est mort jeune, voilà. Mais ça fait penser à ça. Voilà, on va passer à autre chose. Je t'ai demandé. Oui, on est très en retard, je vais pas te mentir, mais donc c'est très agréable et très, très intéressant. On va passer à la deuxième partie. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé un tableau de Roger van der Weyden, son plus beau, c'est la descente de croix du Prado. Alors, j'ai pas des visuels géniaux pour ça, mais enfin, c'est une espèce de festival aussi des apparences, hein, une hystérie totale, que ça va du drapé bleu en raccourci. Enfin, bon, c'est une folie à regarder. Il y a des petites plantes que moi j'adore en bas au sol. Enfin, bon, il y a plein de choses dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, c'est un peu le catalogue de ce qu'on peut faire avec la peinture. Enfin, c'est truc, en fait, les peintres, comme les musiciens, les musiciens détestent quand tu poses la question, c'est quoi ta chanson préférée? Hmm. C'est mon métier, je sais pas. Et donc, à un moment donné, je me suis posé la question, c'est quoi ta peinture préférée? Donc, ça, c'est ma peinture préférée. Voilà. Hmm. En tout cas, ces 2 dernières années, je pense que je peux dire que c'est ma peinture. C'est tout ce que je veux chez un coiffeur. Non, chez un peintre, c'est vraiment tout. C'est-à-dire qu'il y a oui, c'est une prouesse de tout ce qu'on peut faire. Déjà, historiquement, c'est un peu le passage du gothique international à Ars Nova, où il y a Hmm. d'un côté vraiment toute l'aspect conceptuel extrêmement et décoratif du gothique international, avec d'un coup l'explosion de l'affect. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est un tableau qui est très, très contemporain, parce que en tout cas, on peut faire un parallélisme parce que c'est vraiment la brèche avec l'entrée de l'affect. Quel affect d'ailleurs, hein, c'est quand même le deuil. Enfin, je pense que c'est le tableau Hmm. où on a Bah, encore une fois, plus on est triste pour la mort du Christ, plus on sera heureux pour sa résurrection, quoi. Donc c'est important de bien charger le moment de la descente de croix, quoi. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ça rend chrétien, ce tableau, hein. Hmm. C'est vraiment Et on joue avec le fait que le physiquement, quoi. deuil, tout le Il monde y a une connaît, quoi. Ouais. coercition physique du spectateur pour Hmm. faire la foi. Là, c'est pas, tu vas y arriver quand même. Hmm. C'est étonnant, hein, c'est vraiment étonnant. Et donc voilà, il y a cette brèche que je trouve absolument et contemporaine et très intéressante. Et de l'autre côté, c'est une image, enfin, la manière qu'elle est construite, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une image qui est construite de proche en proche, c'est-à-dire qu'on a une composition globale, mais au bout d'un moment, on se rend compte que le tableau est fait pour être vu à distance des fabrications. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on a ce rapport de l'image qui est comprise à bout de bras, Hmm. à la distance du peintre,
Donc, il produit une image qui est comprise quand on la regarde à 45 cm. Et donc, et il y a ensuite la distance du spectateur qui est à 2 mètres. Et il y a tout ce qui se passe entre les deux. Et donc, ça, c'est clairement une composition qui a été faite pour être pensée de proche en proche. Donc, Hmm. il y a des mini-peintures, en fait. Et il y a même de petites modifications de la perspective. Ça, quand j'ai découvert ça, j'étais absolument ravi comment c'est quasiment du cubisme, en fait. C'est des choses C'est des ouvertures, des fermetures. C'est pas du voilà. Cézanne aussi. Il y a un truc comme ça où si on se concentre un peu, on regarde par morceaux, ça marche pas ensemble, quoi. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Et donc, moi, j'arrive à ça. C'est quelque chose auquel j'arrive maintenant avec l'excavation. Cette technique de l'excavation et de redessiner une peinture me permet de la même manière de créer de Hmm. fausses perspectives, en fait. C'est que les images ne sont pas cohérentes. Ils sont, par rapport à la question que tu me posais de la photographie, en fait, Hmm. le dessin reste, comment dire, déstructure la perspective de la machine. Il y a d'un côté la perspective souveraine de la machine, la perspective photographique, en fait, avec la Hmm. déformation de l'optique et tout ça. Et ensuite, elle est déstructurée par le fait de la redessiner et donc avec aussi la temporalité du dessin. C'est-à-dire que Bien sûr. ce sont des espaces qui sont construits dans leur temps de fabrication. Et ici, c'est pareil. Chez lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des mini-peintures qui ont été, donc, avec leur, on va dire, même l'affect, des mini-affects, en fait. Il y a des moments de joie et des moments de peine qui sont des moments de fabrication. Donc, du coup, Hmm. à bout de bras, à distance du regard, à distance de celui qui fabrique. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis quand La... tu parles de distance, il y a aussi le fait qu'il a des jeux de détails qui sont complètement fous. Enfin là, moi, malheureusement, j'ai pas des super bonnes images, mais il a les yeux entrouverts de la Vierge, enfin avec des larmes. Enfin, il y a des endroits où il peint presque que pour lui, parce que personne peut on peut pas le voir de si près. Et il y a des endroits où il va pousser pour être peintre, quoi. Voilà. Enfin, on sait pas à qui. Peut-être qu'il s'adresse à Dieu, mais en tout cas, voilà, il est parti, quoi. Ouais. Ça, j'avais travaillé à un moment donné, j'avais fait une résidence dans une maroquinerie d'Hermès. Et donc, Mhm. les maroquiniers, ils appelaient ça le détail égoïste. Ouais. C'est quand tu travailles le sac, tu le fais à l'envers, en fait. Mhm. euh, il, il retournait. Et donc, la perfection dans les plis intérieurs, le truc que personne ne va jamais voir, Trop bien. et Ouais. qu'il doit être parfait, qu'il doit être nickel, ça, c'est le Mhm. détail égoïste. Trop Donc, bien. c'est ce que tu parles, voilà, c'est le Ouais, détail ouais. égoïste, c'est la chose. Il y a un Et livre à faire là. Ouais. en même temps, c'est aussi l'insatisfaction constante du spectateur. Il y a ça, on piège les spectateurs avec ça. C'est-à-dire que si on travaille à des détails qui peuvent être vus que à distance à 20 cm ou à 40 cm, mais on perd la totalité du Bien tableau. sûr, bien sûr. Ouais. On crée une chorégraphie du spectateur qui s'approche constamment pour retrouver le détail, et puis il recule, il perd le détail, il sait qu'ils sont Hmm. là parce qu'il les a vus tout à l'heure, mais il a la totalité et il est obligé de revenir. Et donc voilà, on les piège un peu dans ce va-et-vient entre les 1,50 m et les 10 cm. Donc Le ça, malheur du fétichiste, quoi, aussi. Ouais. Il y a un exactement, truc. oui, oui, voilà. Ouais. Donc ça a un sens aussi dans ça, dans la mise en scène du spectateur. Et l'autre truc, je trouve, c'est que ce tableau-là, il est quand même. Bon, il est taille réelle, hein, presque, parce qu'il fait, il fait 2,20 m de hauteur. Donc les corps sont des corps presque humains. Et puis, il est en même temps dans une boîte à chaussures. C'est-à-dire que l'espace est complètement artificiel. Et ça, Van der Weyden joue avec ça. Bon, il y a le petit bout qui dépasse, mais il y a aussi le fait qu'il met des bas-reliefs sur les côtés du tableau. Enfin, il y a un côté, l'espace est un espace de bas-relief, de bas-relief mis en scène avec la couleur, quoi. Donc ça, il y a un côté artificiel aussi qui est très accepté. Alors, je sais pas s'il a une vision moderniste, hein, évidemment que non, mais par contre, il joue quand même avec cet effet de, bah, c'est quand même une image abstraite au final. C'est pas, c'est très réaliste. Et il sait pas, il sait pas de dire le réel, quoi. C'est sur fond or. Ah Ça, non, ça doit être, ouais. c'est aussi une. C'est Faire un cadre homothétique à la croix, c'est très étrange, quoi. Voilà. Non, moi, ça m'intéresse beaucoup, cette conception on prend un espace, enfin, même conceptuellement, on prend un espace extérieur et on le met dans une boîte. Mm, Parce qu'en fait, moi, je vois ça aussi depuis la perspective de l'iconographie byzantine. mm. C'est l'inverse. Chez les Byzantins, on représente toutes les scènes sont représentées à l'extérieur. Et ça pour des raisons théologiques, c'est-à-dire que tout est public. Il n'y a rien de caché.
Hmm. Donc, toutes les scènes sont représentées dans des paysages à l'extérieur et il y a une convention visuelle qui est un drapé rouge qu'on aura peint à chaque fois au-dessus de l'image pour dire au spectateur que ça se passe à l'intérieur. Que ça, dans les écrits, dans Hmm. l'histoire, ça se passe à l'intérieur. Donc, je te mets les drapés rouges pour t'expliquer qu'on est à l'intérieur. Et ça, Mais c'est des par contre, Oxyséparazios, c'est tout ça ou pas? Ou ça a à voir avec ça? ça, c'est Avec le fait que les l'iconographie tableaux avant byzantine. étaient C'est couverts les de. Russes, les Ok, Grecs, c'est ok, toute l'iconographie byzantine. Si tu regardes, ok. il y a l'or derrière, Ouais. qui est ce qu'on appelle la lumière non bâtie, Actistophos, qui est la lumière d'avant la création. Hmm. Et les paysages qui est là pour des raisons morales. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous raconte, il n'y a rien de secret là-dedans. Tout est public. Tout est fait pour être vu par tout le monde. Mais par contre, je peins un drapé rouge qui flotte à l'air ou qui est pris par des balcons et tout ça pour signifier au spectateur qu'on est dedans. Et là, c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui est à l'extérieur et on met en boîte et on fait Ouais, un ouais. bas-relief. Et puis, c'est tout le rapport aussi à la sculpture Ouais. de cette peinture, en fait. De Flamand. Chef-d'œuvre. Alors, autre chef-d'œuvre, mais là, je suis pas d'accord. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais. Et là, tu nous balances le Pierrot de Watteau. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça c'est une discussion qu'on a eue, on a parlé il y a 20 ans. Ça. J'ai complètement oublié. Hein, Oui, c'est toi qui me disais que c'est un chef-d'œuvre. Je te disais que Hmm. je détestais cette peinture Hmm. et j'ai mis 20 ans à comprendre. Parce qu'à Pourquoi? l'époque, mon argumentaire, c'était, je trouvais ça mou. Je disais, Ouais. mais c'est total, mais il est mou. C'est quelle mollesse, c'est mou, c'est ce que les drapés enfin, les plis, toutes ces choses avec les travails Hmm. sur les blancs. Tu me disais, mais c'est extraordinaire, regarde le blanc, c'est magnifique, c'est super. Je dis, c'est mou, c'est totalement mou, il est mou. C'est pas vrai. Et en fait, j'ai compris que c'était quelque chose, c'était de l'ordre de l'affect, c'est-à-dire que cette peinture me faisait quelque chose, parlait de quelque chose qui me dérangeait profondément et que j'avais du mal à accepter. Hmm. Donc voilà, je voulais, comme tu poses la question de ce qui ne nous plaît pas, Hmm. parfois il y a des choses qui ne nous plaisent pas pour des raisons affectives. C'est comme une personne, on peut rencontrer une personne et Ouais. physiquement on sait qu'on va pas être amis parce qu'il y a un truc au niveau, je ne sais pas, des phéromones, des trucs, ça ne va pas, ça va pas, ça va mal se passer. Et il y a des peintures aussi qui nous soit repoussent, mais je pense qu'ils me blessent. Je pense que le Pierrot me blesse. Il y a quelque chose là qui me blesse profondément. Je ne sais pas comment, mais ça, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé, donc, du coup, C'est de une indolence qui te fait rationaliser souffrir, ça et quoi. de dire il est mou, il est mal Ouais. fait, il est mal peint. Hmm. Mais il y a quelque chose dans sa mollesse qui m'atteint. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne me plaît pas ce tableau. C'est psychologique. Alors. Et Voilà, l'animal, comme l'âne, le bout de l'âne, comme il est magnifique. Non, je t'aimes pas? sais, mais je ne Ah, peux ok. pas. Ok, ok. On va passer à autre chose. C'est pas ton ami, c'est pas ton ami. Je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as proposé un livre de Raymond Carver. Alors, tu me l'as dit en anglais, donc je l'ai gardé en anglais, qui s'appelle Where I'm Calling From, The Selected Story. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc ça, tu m'as dit un seul, donc Oui, oui, ça c'est le je règle. t'aurais proposé la totalité de l'œuvre de Calvert, enfin en tout cas Ouais. des histoires courtes qu'il écrit, pas la poésie. Donc il y a quelque chose en fait, j'ai compris à travers Carver, il écrit des histoires, c'est un écrivain américain qui Mhm. écrit des histoires très très courtes, une page et demie, qui sont extraordinaires. C'est vraiment fabuleux. Pour les anglophones, c'est magnifique à lire en anglais. C'est vraiment de la poésie. Il y a une précision du langage extraordinaire qui rend la chose totalement abstraite. C'est-à-dire que c'est des histoires très quotidiennes. C'est vraiment très, très, très spécifique, très quotidien, il y a un regard qui pose dans ce qui l'entoure qui est très précis. Et à travers le langage, mais purement à travers l'utilisation du langage, il rend ça abstrait. Et donc ça m'a intéressé par rapport à mon rapport aux images. Je me suis dit, bah, je vais faire ça. Je vais faire ce qu'il fait avec le Mhm. langage et l'utilisation poétique du langage dans le sens, c'est de la prose, mais dans le sens de la poésie, c'est-à-dire que c'est vraiment la jonction des mots, un mot après un autre, à la Mhm. ligne. Donc vraiment, c'est la physicalité des mots dans la page qui
en partant d'une image très spécifique, des échanges, voilà, quelque chose de très quotidien, très, voilà, ça devient totalement abstrait, ça devient de la musique, ça devient des sons, ça devient de l'émotion. Enfin, voilà, c'est vraiment de l'abstraction. Et je trouvais ça fabuleux. Je me suis dit, voilà, je vais faire ça avec des images. Donc, voilà, c'est un truc. J'ai compris la peinture que je voulais faire, ou en tout cas, j'ai compris mon rapport aux images à travers cette prose. Et tu penses que tu pourrais te retrouver à faire des tableaux abstraits? Je pense que je suis en train de faire le tableau abstrait. Voilà, ok. Super. Mais là, même en faisant des peintures figure, alors avec de l'image, Ah avec oui, mais c'est abstrait, ça. ça j'ai compris. Mais est-ce que tu penses que d'un coup, ça pourrait dériver vers moi, j'imagine là, des choses peut-être décoratives ou justement quand tu parlais de motifs ou de choses comme ça, c'est-à-dire de partir vers non, tu te vois pas partir sans image, quoi. Non, mais Que la ça matière va être que s'exprime. de la texture. Oui, finalement, ça va être que de la texture. Hmm. De toute façon, c'est que des textures, c'est que des plis, c'est que des poils, c'est que de, Ouais, c'est ça, et donc des ça va être de cheveux. plus en plus ça, et ça va remplir totalement le tableau. Mais ça ne va Hmm. pas être abstrait dans le sens métaphysique Ouais, je comprends. Je du comprends. truc, parce que je suis fétichiste et voilà, je suis attaché à ça, mais ça va Tu envahir. gardes le décalage, quoi. Ouais. Ok. Et alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'avait influencé, et tu m'as proposé un livre de Pascal Quignard qui date un peu, qui s'appelle Sur l'image qui manque à nous, à nos jours, sur l'image, ouais, sur l'image qui manque à nos jours, aux excellentes éditions Arléa. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc oui, je choisis celui-là parce que une des choses qu'on a en commun, c'est Joël Carmarek, on s'est rencontrés dans son atelier à l'école des Beaux-Arts, et donc Joël est mort récemment, Ouais, en juin. Ouais. il y a quelques mois. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a parlé de ses livres. Et les trucs il y a une blague dans les anciens élèves de Joël Camarek, c'est la bibliographie, parce qu'il était c'est un intellectuel et il forçait ses élèves d'acheter des livres et des piles de livres Hmm. pour étudier par imposition de main, parce qu'évidemment, on n'avait pas le temps de lire toutes ces choses-là. Donc, dit, ah oui, c'est super, vous citez les livres parce que vous comprenez, vous achetez le machin et puis vous posez la main dessus et ça absorbe un peu le sens du truc. Mais la réalité, c'est qu'il fallait des années et des années pour Hmm. en finir avec cette bibliothèque. J'en ai pas fini, il en reste encore. Et ça, c'était le dernier ajout, en fait, c'était la dernière fois que je l'avais vu et j'avais lu La Nuit sexuelle et les autres livres de Quignac Le qui sexe parlent et de l'effroi, peinture. c'est très bien. Ouais. Mais je n'avais pas lu celui-ci. Mais pareil, voilà, il m'a dit, mais il faut absolument que tu lises ça. Mais comment, c'est pas possible. Enfin, voilà, là, en sortant de l'hôpital, tu vas trouver. Donc, du coup, j'ai regardé sur Paris Librairie et je trouvais la plus proche Hmm. librairie. Donc, en sortant, j'étais allé acheter les livres. Et voilà. Mais là, je l'ai lu. Je n'ai pas juste posé la main, je l'ai lu. Et c'était, en effet, c'était un peu, ça m'arrive pas souvent d'avoir des révélations sur la pensée de la peinture qui ne viennent pas des peintres. Hmm. Ma pensée de la peinture vient des autres, en fait. Vient des musées, vient des galeries, vient de discussions avec les artistes, en Hmm. lisant les artistes. C'est tous les moments un peu de révélation, ça vient à travers le travail des autres. C'est rarement que ça vient de la théorie ou de la littérature, mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qu'il a vu d'une manière instinctive par rapport à la... Donc, la thèse du livre, c'est que euh, la différence entre la prose, l'écriture et la peinture, c'est la peinture se pose avant l'événement. Elle est dans une logique de potentialité. Ce qui peint les peintres, c'est la potentialité de l'image. Donc, il Hmm. dit ça avec les devins, avec comment est-ce qu'on appelle ça, voilà, les vols des oiseaux qui rentrent dans l'image de la gauche vers la droite et tout ça, parce qu'il parle de la peinture romaine, donc qui est pensée comme ça. Et il trouve même une citation de Plutarque qui dit, voilà, qui dit très textuellement que les peintres peignent les choses en train de devenir, alors que les écrivains décrivent les choses une fois qu'ils se sont passés, en fait. Hmm. Il parle d'un événement après que l'événement soit passé. Donc, il parle de la vague qui vient s'abattre sur la plage. Et il dit la peinture, c'est justement le moment de la plus grande énergie de la vague, juste avant qu'elle explose sur la page. Et je trouvais cette image très, très intéressante. Voilà, cette recherche de la potentialité Hmm. par rapport aussi à nos histoires, évidemment, de rapport à la narration et rapport à l'image. Je pense que ça, c'est une position extrêmement intéressante.
qui est antérieure à l'événement. Parce que c'est la position, en fait, qui laisse le plus de place au spectateur. Donc, si on est dans cette idée du piège du regardeur, ou en tout cas, où on essaye de lui laisser le plus de place, parce que je pense que c'est un peu l'idée, en fait. Notre, enfin, ou en tout cas, c'est la manière que moi, je vois les choses, c'est créer du temps pour les spectateurs, créer de la place et de la possibilité, des possibilités. Donc, cette idée de la potentia, de l'image comment dire, qui peut aller de ce côté-là ou d'un autre, voilà, je trouve que c'est une très, très belle idée, quoi. Voilà. Et tu ne trouves pas qu'il y a aussi un truc de la charge, de l'ordre de l'énergie qui est développé par l'artiste dans le tableau, qui fait que nous, on se prend cette énergie-là aussi Enfin, moi, c'est souvent, c'est pas mystique, hein, mais j'ai l'impression des fois de voir des tableaux, je pense à des Titiens ou des choses comme ça. Là, j'étais au Louvre lundi où c'était vraiment cette impression-là. On voit l'énergie qu'il a mis dedans et c'est presque un bain comme ça de. Quand tu parles de potentiel, c'est pour ça que je veux dire que ne serait-ce que l'énergie, ça fait quelque chose, quoi. Voilà. Quand je vois ton tableau des plantes au Petit Palais, il y a ce truc-là de. Ah oui, non, je le On sent pense. qu'il y a, voilà, et ça, c'est de l'énergie incarnée aussi. Donc d'un coup, c'est presque une. C'est pour ça que je te On parle parlait de pétrole tout à l'heure, mais il y a ce truc-là, quoi. c'est pour ça que je te parle de distance de main. Ouais, ouais. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a, parce on parle, dans le XXe siècle, on a un peu l'habitude de parler, enfin, c'est sous l'âge, c'est un peu les gestes très écrits qu'on apprend à lire comme rapport Hmm. de transport d'énergie du peintre au spectateur, alors que ça existe avec toutes les peintures, en fait. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, non, mais ça, bien sûr, c'est pas Hartung qui va nous apprendre ce que c'est que l'énergie en peinture, quoi. Ça, on est d'accord. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, il y a Trop. différents types d'énergie et d'intensité d'énergie, et même au sein du tableau, il y a différentes énergies. Et ça, c'est quelque chose que je trouve Hmm. absolument délicieux. C'est pour ça qu'il faut passer du temps avec les tableaux, c'est justement pour pouvoir voir le temps de la fabrication, c'est aussi des énergies différentes, en fait. C'est du contenu. Ah oui, c'est C'est de vraiment du contempler. contenu. Ouais, trop bien. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un fusain sur toile d'une artiste qui s'appelle Caterina Christidi. Ça s'appelle Voodoo. Alors, je pense que vous connaissez, elle est d'origine grecque également. Oui, c'est une artiste que j'ai connue à travers son œuvre. Ça, c'est la seule fois que ça m'est arrivé de. Je sais que toi, tu es très sociable, tu fais ce genre de choses. Moi, je fais la démarche une fois. J'ai vu une œuvre, je voulais absolument rencontrer Trop bien. l'artiste qui Ouais. l'a fait. Donc, j'ai exposé au musée à Athènes et j'ai vu ses fusains. Et j'étais totalement. Voilà, donc j'ai cherché à trouver son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit que j'admirais beaucoup son travail. Et donc, c'est un travail, c'est un rapport. Déjà, il y a une économie absolument étonnante de moyens parce que en fait, c'est une toile qui est préparée. Voilà, il y a le lin et puis elle est prépare. Donc, du coup, ça fait une surface assez rêche et sur laquelle il y a une sédimentation lente de couches et de couches et de couches de fusains et qui dessinent les formes. Donc, c'est des formes qui émergent vraiment à travers ces gestes un peu de sédimentation où on fixe et on recouvre, et on refixe et on recouvre. Et donc, il y a ces formes qui apparaissent et qui sont paradoxalement en même temps donc avec beaucoup d'humour et il y a une sorte de monumentalité de l'humour et en même temps, mais un humour vraiment grandiose, quoi. L'humour Hmm. dégustant. Enfin, c'est vraiment, on est à un niveau, enfin, pour moi, ça, c'est un niveau, voilà, c'est le grand humour de la peinture. En fait, voilà, le Hmm. grand rire de la peinture. Il y a des peintres. Moi, je n'arrive pas à faire ça, donc je suis très, très, très admiratif de ça et très jaloux de peintres qui travaillent ça et ça m'intéresse beaucoup de les regarder. Donc, je pense voilà, qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la monumentalité d'un côté de l'humour et en même temps de la monumentalité euh, de l'économie du médium, parce que plus on est... Après, voilà, il y a toutes ces familles, pareil, de Morandi, voilà, de peintres de l'extrême, des ascètes, en fait, Hmm. une sorte d'ascétisme de matériel qui devient grandiose.
que je n'ai pas. Pareil, c'est des choses, je regarde des choses que je n'ai pas. Donc voilà, c'est ce qui Après, m'intéresse. vous avez en commun quand même quelque chose de très fort qui est le côté rétro-éclairé de l'image. C'est-à-dire que l'image, le blanc vient du support de la toile, comme toi. C'est-à-dire, ça, c'est pas forcément classique dans la peinture. On va dire dans la plupart des peintures, c'est d'abord du blanc rajouté, quoi. Là, c'est le contraire. Ça, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce côté rétro-éclairé Mais là, c'est inversé en fait, hein. Oui, C'est-à-dire oui. Oui, qu'elle diminue oui. avec sa pratique, elle diminue, la lumière s'en va. C'est la journée, c'est la fin de la journée. Hmm. C'est-à-dire que c'est le soir, hein, voilà. Et moi, c'est le petit matin. C'est la lumière qui arrive parce que je creuse. Donc, Oui, du je coup, comprends, mais au résultat, il y a quand même cette lumière la lumière vient du support, quoi. oui, Voilà. Et ça, c'est quand même, c'est pas la même manière de penser, on va dire, qu'un peintre classique qui va mettre de la petite pointe de lumière dans l'œil ou un truc comme ça, où d'un coup, la lumière, c'est d'abord du pigment, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que Oui. oui, oui, non, mais c'est ce que je te disais Mm. tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la lumière qui vient du geste. Dans les deux cas, d'ailleurs, hein. Ah ouais, En tout ouais. cas, la lumière, c'est modulé par les dépôts, quoi, les couches Mm. de dépôt. Et dans mon cas, c'est vraiment en dessinant, comme la lumière change au fur et à mesure Mm. de la surface, on se rend compte qu'en fait, il est modulé par les gestes. Je comprends. Et donc, du coup, voilà, il y a en effet cet effet de rétroéclairage ou d'éclipse. Enfin, je disais, Ah voilà, oui, il y pardon. a cette sorte de luminosité un peu comme qu'on a pendant une éclipse, où on a des ombres, on a des Mm. lumières, mais toute la chose est recouverte. Donc, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la lumière euh, dessinée, pas Mm. représentée. Je comprends. Donc, Alors, je t'ai produite demandé par une les autre gestes. peinture contemporaine. Je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Julien Tibéri qui s'appelle Lanterne Village, ou Lanterne Village, non, Lanterne Village, avec le déplacement spectral de 17 heures. Alors, c'est une peinture très étrange, puisqu'il invente un médium presque. C'est un objet peinture, voilà, avec il y a de la pâte de verre, du graphite et du pastel. Donc, il y a une espèce de couche transparente. Quand on bouge autour du tableau, on voit des couleurs qui changent. Il y a un côté irisé comme ça. Il y a une épaisseur aussi au tableau. Donc, c'est un bloc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un peintre, sculpteur, musicien. Enfin voilà, il est Dessinateur aussi, ouais, beaucoup. dessinateur. Voilà, il Avocat. Ouais. manie différents médiums. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'invention des outils. C'est quelqu'un qui invente des outils spécifiques pour produire des peintures. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est pensé dès le départ. C'est la Hmm. matérialité de l'objet, enfin l'objet en lui-même en tant qu'objet, quasiment en tant que sculpture, sa matérialité, la manière qu'elle est fabriquée, tout ça, ça fait partie de la picturalité en fait, de Hmm. l'image, de la chose qui va advenir à la fin. Et aussi, ce qui m'intéresse, ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'image, on va dire, c'est la manière qu'il arrive, mais systématiquement, dans son travail, de s'arrêter juste avant l'émergence de l'image, juste avant la reconnaissance. On Hmm. a constamment, donc voilà, par rapport à ce qu'on disait avec la potentia, voilà, là, on est vraiment au seuil, c'est-à-dire on a tout le temps l'impression de reconnaître quelque chose que peut-être il y aura quelque chose qu'on va reconnaître, mais ça s'arrête. C'est Ouais. vraiment, c'est assourdi, voilà, c'est le motif qui apparaît et qui disparaît. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui vient aussi de son rapport à la musique, parce que c'est vraiment cette idée de la rumeur, quoi, de Hmm. l'image comme rumeur qui arrive, qui circule et puis qui s'en va. Et je trouve ça très élégant. Moi, je n'arrive pas à le faire parce que c'est exactement les images que je produis, c'est des images hystériques, c'est exactement l'inverse. C'est des choses, Hmm. genre, prends ça. Et là, Hmm. alors que lui, voilà, donc je suis très admiratif très intéressé par des artistes qui arrivent à manier ça, voilà, vraiment rester au seuil de l'image et finalement euh, l'intégrer à l'objet parce que tout émerge en même temps, c'est-à-dire la finition, l'objet est clos de la même manière que l'image s'arrête et s'en va en fait. Et voilà, donc ça, je trouve que c'est extrêmement cohérent et très, très intéressant comme travail.
Alors, tu vas me dire que je suis très terre à terre, mais moi, je trouve qu'il y a quand même aussi le petit vocabulaire de théâtre qu'on a vu avec le Van der Weyden ou avec la mise en scène de beaucoup de peintures, c'est-à-dire le côté fenêtre ouverte sur le monde, puisqu'il y a quand même un effet comme ça de plan, comme dans un décor de théâtre où il y aurait des plans, des planches comme ça. Et il y a quand même un effet fenêtre ouverte sur le monde parce qu'on a une surface plate et puis d'un coup, il y a une profondeur dans le loin. Enfin, il y a quand même un vocabulaire qui, pour le coup, rejoue ton truc de l'artificialité. Enfin, on rejoue cette artificialité quand même, quoi. Ouais, Et puis je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse, hein, parce qu'on le trouve ouais, bien aussi sûr. Sous la glace. Ouais. dans d'autres travaux de lui, cette idée le Ouais. vocabulaire du théâtre, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail, donc je pense que ça l'intéresse aussi, donc c'est vraiment là. Et après, dans toi, ta peinture et le côté, quand tu dis avec violence, là, ou qu'il y en ait trop, que ça soit trop hystérique, qu'il y ait des détails dans tous les sens et tout ça, c'est aussi quelque chose, tu cherches cet innommable-là, de montrer que c'est impossible de l'attraper, quoi. On est d'accord. Il y a ce truc-là de, t'as beau mettre toute ton énergie dedans, tu n'arriveras pas à l'attraper. Juste sentir une des plantes, tu n'arriveras pas à le faire, quoi. Enfin, tu te mets dans cette situation presque masochiste de ne pas y arriver, quoi. Oui, et puis mais c'est dans la nature de l'image. Je pense que l'image Ouais. Mm. enfin, c'est ce que je disais par rapport à une image, Figé du frais, enfin, ouais, elle est inatteignable, elle est opaque. très bien. Déjà, elle est inatteignable parce qu'on interdit, on ne peut pas la toucher. Donc, c'est un Mm. contrat, encore une fois, avec le spectateur. Mm. Et dans son sens même, elle est inconnaissable. Donc, du coup, on peut la pousser en avant autant qu'on veut. On peut l'amener, la rendre vraiment en avant, enfin, elle est hystérisée, en fait, dans le sens où, voilà, tout est mis en avant et tout est montré, tout est ouvert Mm. parce que justement, rien n'est visible en fait. Dans son essence même, elle est inatteignable. Et c'est tout l'intérêt de la peinture. Mais ça, c'est la rhétorique classique de la peinture. C'est pas que Ouais, moi. ouais. Je pense que tous les peintres parlent de ça d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais faire un truc que je fais jamais. Je vais faire une mini pub. Si vous allez dans un kiosque et qu'il y a Citizen K, un journal à 2 euros, j'ai écrit un texte de 10 pages là-dessus. Ça s'appelle La vérité si je mens. Et c'est pour se poser la question de pourquoi les peintures figuratives ont besoin de dire qu'elles mentent pour être meilleures. Sinon, c'est des trompe-l'œil et ça marche pas. Voilà. Voilà, c'est une petite mini pub. Et comme on est dans la pub, on va passer à ton actu à toi. Donc, tu as une exposition de groupe à la galerie Mariska Hamoudi en ce moment au 22 rue du Cloître Saint-Méry jusqu'au 3 décembre. Ça commence, c'est assez court. Il y a d'autres artistes comme Mariano Angelotti ou Tudy Deling que moi j'aime beaucoup aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette expo? C'est le début un peu d'une collaboration avec cette galerie et c'est une sorte de, voilà, d'une manière de se retrouver avec les artistes de la galerie à travers cette exposition et de commencer à entamer un dialogue qui va devenir d'ailleurs même concret parce que samedi prochain, donc le 26 septembre, il y aura une rencontre avec les artistes où justement on va parler images. Voilà, ça va être une rencontre bibliophilique, donc on va amener C'est à quelle heure ça? les images. Et je pense que c'est 4 ou 5 heures. Enfin Alors c'est le oui, 26 on va novembre par contre, communiquer pas là-dessus, c'est septembre. dans Ouais. l'après-midi. Voilà. Voilà. Suivez-le sur Instagram si vous voulez y aller. Et puis tu as une exposition qui arrive en Grèce, donc ça c'est à ta galerie à Athènes, et c'est au printemps, hein, c'est ça? C'est au mois de mai. Voilà, c'est Voilà, tout début super, mai à la galerie Capatos avec laquelle je travaille à Athènes. trop bien. Alors, on est un petit peu en retard, voire totalement en retard. Je vais demander à notre réalisateur Nils si j'ai vu plein de questions passer, donc Oui, s'il peut nous en donner quelques-unes. Ouais. oui. Vous disiez plutôt que vous avez des cours de modèle vivant. Quelle est votre pratique du dessin? Quel rapport avez-vous avec le dessin d'après nature? Ah, ça, ça m'intéresse beaucoup. Je- ça se voit pas. Ça se voit pas du tout dans le travail parce que enfin, c'est un dessin qui est très, 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 justement, réitéré, voilà, et qui devient c'est pas du tout le dessin qu'on voit sur les tableaux, mais c'est une pratique qui m'intéresse et que je pratique, mais vraiment dans l'idée de la coordination de l'œil et de la main Hmm. et de la pensée de la ligne. Voilà, les côtés sportifs, en fait, du dessin qui m'intéresse et qui m'apprennent des choses que j'utilise d'une autre manière dans mon travail. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans les peintures, mais je trouve que c'est très important de les faire pour comprendre voilà, sa main comprendre l'outil. D'ailleurs, c'est le modèle vivant, c'est la meilleure manière de comprendre exactement qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on réagit par rapport à un outil, comment est-ce qu'on réagit par rapport à un support aussi, pour apprendre Hmm. les supports.
c'est vraiment le côté sportif de la chose qui fait qu'on a vraiment une vision, pour le coup, cristalline de l'objet, quoi. Donc, je pense que Et, c'est important. Enfin, pour moi, c'est important, même si on ne le trouve pas dans le travail. et tu le fais vraiment. C'est-à-dire que ça t'arrive de faire du nu. Toi, tu vas à des cours de nu et tout ça, quoi. Ouais. Je donne Tu de donnes des cours, cours de nu, ouais. Ouais. ça m'arrive de dessiner, oui, oui, oui. Oui. Ok. Bon. Une autre question, Nils? Oui, projetez-vous vos photos sur la toile ou faites-vous des dessins préparatoires pour la composition? Oui, Raconte-nous un peu plus. les deux. Les Je deux. fais Ouais. d'une manière comme on a pu en parler successive, c'est-à-dire il va y avoir un dessin, il va y avoir une projection et puis ça va être redessiné par-dessus. Donc c'est vraiment cette idée, c'est de déplacer, c'est un dessin, si on parle vraiment du dessin, qui se Hmm. déplace par strate, au fur et à mesure. Donc chaque strate déplace des formes, déstructure et restructure le dessin. Donc voilà, en fait, il y a tous ces stades-là, Et surtout, successivement. si tu changes si tu fais ton après en fonction de l'image de départ, tu es bien obligé d'être très, très précis, quoi. Ouais. Voilà, Et tu n'as voilà. jamais de problème de passage d'un après à l'autre? Ouais. Si, tu as des Mais en même passages. temps, voilà, ça joue aussi avec ça. Il y a toujours Voilà. Ouais. un léger décalage, comme les photos, il y a parfois un effet des photos coloriées, là, les photos Ouais. du début du siècle qui étaient coloriées, parce qu'évidemment, quand je vais redessiner sur de la peinture, je ne vais pas tomber exactement à l'endroit que j'avais peint. Et quand je vais peindre, je ne vais pas tomber exactement à l'endroit où j'avais pensé. Donc, il y a quand même un Hmm. déplacement déjà entre ces trois strates D'accord. Et quand tu matérielles. projettes, ça peut durer longtemps? Parce que par exemple, j'imagine à pardon, excuse-moi, les plumes d'oiseaux. D'un coup, c'est des dessins que tu mets vraiment beaucoup de temps à le faire ou c'est rapide, c'est juste la forme et après tu l'inventes ou comment ça se passe? Je l'invente, mais c'est long. C'est Mais long. je Ouais. l'invente pas des vraies plumes. Enfin, ils sont pas. Oui, oui, non, bien sûr, donc, tu l'as stylisé, mais je veux dire, tu as, l'écriture de la projection qui fait que ça t'aide à donner un rythme quand même, quoi. Oui, Quand je dis ça, je projette, hein, je vous cache pas. Donc, moi, j'ai aucun problème à dire que je projette. non, moi aussi, moi Ça, aussi. j'ai un truc. En l'occurrence, en fait, tout ce qui est motif, il est Hmm. très fait par-dessus, en fait. Que ce soit les Ouais. cheveux, Oui, bien sûr, mais comme base, c'est pas mal pour les proportions ou pour. Ouais. c'est vraiment que pour les proportions. En Ça, fait, on est il bien est d'accord, hein, bien sûr. par les motifs. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le dessin qui est fait par les motifs. Donc, Bien on sûr. dessine, on fait, pour les cheveux, par exemple, on fait une puis le deuxième, voilà, amène la Hmm. première. Voilà, c'est sur le 8, quoi. Parce que peindre que en projection, c'est pas possible, hein. Enfin, je rappelle que c'est dans le noir, donc c'est compliqué. Une autre question, Nils? Oui, une dernière question. J'ai l'impression que la conception de vos peintures est davantage guidée par le rendu final que par une volonté de traduire votre propre regard. À quel moment de la conception vous sentez-vous le plus expressif? Ouais, ça, elle est intéressante. Ouais, eh bien, ouais. Surtout, est-ce que tu as besoin d'être expressif? Si, Ouais, tu en as besoin. mais la question, c'est de quelle manière, en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a il y a une expressivité qui est liée à la composition, qui est liée, mais qui est de toute façon de tactiques de dissimulation et de tromperie, quoi, qui sont les tactiques du peintre, où je veux te dire quelque chose, mais je vais le casser, je vais te montrer quelque chose, mais ce dont je veux parler, il est caché derrière ce que je te montre, parce que c'est quelque chose qui va comment dire, dévoilé par les regards. Il est placé là, mais pour que les spectateurs puissent l'atteindre. Donc, il y a une expressivité, mais qui est quand même discursive. Et après, il y a l'expressivité du geste, ou des gestes, et de l'accumulation des gestes. Mais là aussi, c'est quelque chose de l'ordre de la sédimentation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui recouvrent d'autres choses. Hmm. Et donc, il y a différents moments, différents types d'expressivité qui créent un, mood global, mais qui est fait pour être ouvert ensuite par les spectateurs. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse défaire tout ça par le regard. Ça te permet aussi d'avoir des sentiments contrariés, non? D'avoir des tensions de. Ouais. Ah oui, mais, Ouais. oui. Bon. Ah non, mais c'est la Ok, nature. bah, c'est pas si évident, mais bon. On va pas Je parler, pense. non, mais si on dit qu'on Oui, va pas parler de l'affect, on va parler bien des sûr. images, on va parler de, Ouais. voilà, on parle de ça, en fait, c'est ça. Hmm. Sinon, c'est simple. Sinon, on fait un tweet. Ouais, voilà. Ouais. Trop bien. Moi, alors, je vais conclure avec Lil Boy qui a dit que Vassilis est un grand artiste. Et voilà. Merci beaucoup, Vassilis. C'était super intéressant. C'était vraiment passionnant. Une très bonne émission.
Merci à tous les suiveurs sur Twitch qui étaient là. Merci à Nils, notre réalisateur. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors là, je peux l'annoncer. Je l'ai annoncé une fois, ça n'a pas marché, mais là, c'est sûr. Ça sera Gérard Tracandi, interviewé par Mireille Blanc. Voilà, je ne serai pas là. Et bonne journée à tous, bonne soirée à tous. Et puis, merci encore. Merci Thomas, bonne soirée. Merci Vassilis, c'était trop bien.